Et on va commencer dans le vif du sujet du statut du mathématicien. François en a déjà parlé, on va préciser les choses et on va se replonger quelques années en arrière avec un classement établi par le très sérieux Wall Street Journal, 6 janvier 2009, avec cette idée que puisqu'on classe tout dans ce bas monde, depuis les gens les plus riches aux universités les plus performantes, en passant par les acteurs les plus célèbres, on va classer aussi les métiers. Et meilleur métier du monde pour le Wall Street Journal en 2009, c'était mathématicien. Notez d'abord que dernier pire métier du monde, ils ont mis bûcheron. S'il y en a parmi vous qui ont des bûcherons dans leur famille, vous savez bien que ces classements ne veulent pas dire grand-chose. Regardez donc seulement la première place, mathématicien, et notez que dans les 10 premiers métiers, meilleurs métiers du monde, selon le Wall Street Journal, il y a beaucoup de métiers scientifiques. Mathématicien, qu'est-ce que c'est? Mathématicien, pour le Wall Street Journal, c'est quelqu'un qui applique des théories mathématiques et des formules pour enseigner ou résoudre des problèmes dans le contexte des affaires, de l'éducation ou de l'industrie. Ce qui est pas mal dans cette définition, c'est résoudre des problèmes. Ça a été dit dans un exposé précédent au sujet de la profession de designer, résoudre des problèmes, mais c'est le métier du mathématicien aussi. Les problèmes qui se posent, on cherche à les résoudre. Parfois, on se pose soi-même les problèmes qu'on va résoudre avec en tête que la solution de ces problèmes va être utile. En 2014, une nouvelle étude a été réalisée avec des paramètres similaires à celle de cette étude du Wall Street Journal par une entreprise américaine qui s'appelle CareerCast, et ils sont revenus à la même conclusion, 2014, meilleur métier du monde, mathématicien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion et comme analyse? D'abord, nous vivons dans un monde extrêmement mathématique. Pendant longtemps, on pouvait dire ça, comme dès l'époque de Galilée, on pouvait se dire que le monde a été écrit, voire créé en langage mathématique, que quand on veut le décrire, on utilise naturellement des outils, des formules, des concepts mathématiques. Mais de nos jours, il y a encore bien plus que cela. Il y a le fait que nous créons un monde de plus en plus mathématique à travers la caisse de résonance que constitue l'informatique. Et ce monde, il est enrichi de plus en plus par des concepts mathématiques. Ça se retrouve dans toutes les occasions. Il y a quelque temps, on parlait beaucoup, j'aurais dû demander avant, est-ce qu'il y a un pointeur quelque part? Bon, on va se débrouiller sans. À droite de l'image ici, vous voyez un exemplaire du cœur artificiel qui un jour viendra remplacer les dons d'organes pour les transplantations cardiaques. Eh bien, il y a une communication du professeur Carpentier qui porte le projet depuis des décennies à l'Académie des sciences, dans laquelle il nous expliquait tout ce qu'il y a dans son cœur artificiel et en particulier beaucoup de mathématiques. Ici, j'ai mis une image en bas d'un célèbre film récent et on sait bien que l'industrie hollywoodienne est grande consommatrice de mathématiques. Je me souviens d'un exposé donné dans une conférence à San Diego par un responsable des recherches et développement d'une grande major hollywoodienne disant aux mathématiciens ravis « Nous devrions vous payer des royalties à chaque nouveau blockbuster qui sort sur les écrans. » On ne disait pas non. Hein. Et effectivement, n'importe quel film, quels effets spéciaux un peu élaborés, avec des fluides, des choses qui bougent de manière complexe, des cheveux, vous savez bien, tout ça, ça fait appel à des formules, à des équations mathématiques, à des outils de simulation numérique, dont certains fort récents. Et puis évidemment, le repérage dans l'espace, le GPS, la mesure du temps, l'analyse statistique, l'analyse des grandes données, tout ça, ce sont des choses qui ont été rendues possibles par la mathématique, par la technologie, par l'informatique, mathématiques en combinaison avec d'autres outils. Et plusieurs études
réalisés dans différents pays, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en France, il y en a eu aux Pays-Bas, ont conclu que dans l'économie d'un pays développé, la part qui dépend directement de la recherche mathématique est de l'ordre de 15%, avec une augmentation systématique. Année après année, cette part est de plus en plus importante. Et quand on a dit ça, il faut garder en tête que c'est aussi bien des choses qui ont été faites dans le passé que des choses qui sont faites récemment. Parce que tout se mélange dans le monde des idées, dans le monde mathématique, et la loi des erreurs, la loi de la courbe gaussienne, telle que représentée ici par Laplace, en haut à gauche de l'écran. Comment utilise-t-on ce dispositif de haute technologie mathématique? Voilà, oui, peut-être, non. La gâchette. Ah, voilà, il fallait penser différemment. Alors, ici Laplace, effectivement, 1800, la première preuve de ce que quand vous lancez, quand vous faites une expérience répétée aléatoirement un très grand nombre de fois et que vous regardez quelles sont les déviations par rapport à la moyenne, bien, ces déviations suivent une distribution gaussienne avec une grande probabilité de petite erreur et une faible probabilité de grande erreur. 1800, mais ça a toujours la même importance aujourd'hui, ce théorème, cette idée, et on l'utilise sans arrêt partout dans le monde. Les premiers ordinateurs, avec des personnalités comme Alan Turing, milieu du XXe siècle, et les mêmes concepts qui ont présidé à l'invention de ces ordinateurs, on les utilise encore aujourd'hui. Ils ont été enrichis, augmentés par beaucoup, mais ils sont toujours là. L'analyse de Fourier, ça date du début du XIXe siècle. On l'utilise toujours. Des milliards d'individus l'utilisent sans arrêt, sans le savoir, et ainsi de suite. L'ancien et le nouveau se mélangent sans arrêt, et la mathématique abstraite, science abstraite, ça se marie avec le concret, avec la technologie. Le dernier congrès international des mathématiciens à Séoul en 2014, pour la première fois, un mathématicien parlait en conférence plénière à ce congrès d'un sujet lié directement à l'intelligence artificielle. Il s'agit ici d'Emmanuel Candès, chercheur français en poste à l'université Stanford, et qui nous parlait d'analyse de Fourier. Analyse de Fourier, extraction des fréquences, remise au goût du jour, dans le domaine du traitement d'images, traitement du signal. Et voici l'exemple canonique, la belle Léna, utilisée par tous les chercheurs en traitement du signal. Et voici la transformée de Fourier de Léna, un petit peu moins attractive, mais extrêmement pratique pour un mathématicien, pratique pour quelqu'un qui s'intéresse au signal. C'était l'idée de Fourier, une idée féconde s'il y en eut, qu'on pouvait faire de grandes choses en s'intéressant aux fréquences dans un signal donné. Emmanuel Candès nous expliquait comment le formalisme de la transformée de Fourier est extrêmement robuste par rapport aux erreurs, par rapport aux perturbations, et qu'on peut détruire dans cette représentation 90% de l'information et être capable pourtant de reconstruire, avec un algorithme un petit peu adapté, méthode de parcimonie comme on dit, la figure de Léna, presque inchangée. Et il nous montrait comment, dans certains cas, on pouvait faire de même avec les représentations des organes. Quand vous êtes installé dans un scanner, la machine effectue votre transformée de Fourier. La transformée de Fourier en elle-même, peu importe, mais l'information qu'il y a dedans, l'importante, c'est qu'une toute petite partie. Où sont les organes, quelles sont leurs formes? Et on arrive, même avec des données extrêmement réduites, extrêmement corrompues, à reconstituer l'information pertinente. Et Emmanuel Candès nous expliquait comment, dans une collaboration avec des médecins, avec un hôpital, ils avaient pu mettre au point un algorithme qui divise par 8 le temps qu'il vous faut rester dans le scanner pour obtenir la même information importante, la forme des organes, pour le chirurgien, avec des conséquences importantes pour en particulier les jeunes enfants. Vous ne voulez pas qu'un jeune enfant reste trop longtemps dans un scanner. Alors ceci pour
ce dosage d'outils anciens comme la transformation de Fourier, d'outils nouveaux, parce que derrière les méthodes utilisées par Emmanuel Candès, il y a toutes les grandes possibilités offertes par les big data, comme on dit, l'analyse moderne informatique. Et là-dedans, dans ce mariage des idées anciennes et des idées nouvelles, réside une grande partie de la force des sciences mathématiques. Il ne faut pas croire pour autant que la vie du mathématicien soit un océan de félicité. L'état naturel du chercheur, c'est plutôt quelque chose comme ça, en train de sécher, sécher et sécher encore, et de se dire, bon sang, mais comment je vais me sortir de ce guêpier dans un problème insondable et face à une difficulté insurmontable. Mon collègue Craig Evans de l'Université de Berkeley, l'un des grands spécialistes mondiaux des équations et dérivées partielles, aime bien dire « Every day is a failure ». Parce que chaque jour, vous essayez de résoudre le problème et ça rate et votre belle idée finit dans la corbeille à papier. Enfin, presque chaque jour. Et tout est dans le presque. Et il y a un paradoxe entre la rareté des idées telles que vous pouvez les avoir en sciences fondamentales et le fait que le sujet progresse souvent à une vitesse incroyable. Vous regardez, 10 ans après, vous dites « mais c'est incroyable, tout ce qu'on a gagné comme compréhension en 10 ans ». Moi-même, sur les sujets que j'ai pu initier, à une époque, il y a 15 ans, il y avait 2 articles et une montagne de problèmes ouverts. 15 ans plus tard, tous les problèmes ouverts qu'on avait identifiés, ils sont résolus. Il y a des milliers et des milliers de pages qui ont été écrites sur le sujet. Il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé dessus. C'est là qu'on voit la résolution du paradoxe, la force collaborative de la science et le fait que même si individuellement nous avons des idées, rarement, la communauté globalement a des idées extrêmement souvent. Il s'agit d'en profiter. Alors, petite anecdote à ce sujet. Il y a environ 80 ans, Albert Einstein rencontrait Paul Valéry juste à côté des locaux de l'Institut Henri Poincaré, que je dirige maintenant et dans lesquels cette photo a été prise. Le poète demande à Albert Einstein comment il fait pour gérer ses idées. Il lui dit « Moi, j'ai toujours un petit carnet. Quand il me vient une bonne idée, je la note et comme ça, je ne les oublie jamais. » Et Einstein de répondre « Vous savez, j'ai tellement peu d'idées que ça ne me servirait à rien. » Alors ça, donc, c'est l'état normal du mathématicien occupé à sécher. J'aime bien cette photo parce qu'on voit Henri Poincaré là derrière, célèbre pour ses illuminations, et c'est un peu comme si j'attendais qu'il vienne me donner une indication à l'oreille, vous savez, hey, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Des fois, ça se passe presque comme ça, et ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une bonne idée, vous êtes incapable le plus souvent de dire d'où elle vient. Ça, c'est peut-être la façon dont les gens imaginent qu'on fait de la science, en vous posant un défi, en y réfléchissant dur avec toute la connaissance que vous avez accumulée, qui vient des professeurs, qui vient des livres, et puis vous résolvez le problème et vous avez le prix Nobel peut-être. Mais la réalité, comme on le sait quand on fait de la recherche, c'est plutôt comme ça. On se demande, on accepte le défi, on lit, on découvre que quelqu'un a déjà fait ce qu'on avait en tête. Ah, on fait de la science, c'est pas comme on croyait, les résultats extraordinaires, finalement c'est de la daube, on recommence. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Et alors vous réfléchissez, et là il y a un processus. Vous passez d'une idée à l'autre, vous dites ah, tiens, c'est curieux, ça c'est très important dans la vie d'un chercheur. Ça y est, ça a un sens. Et mince, ils avaient déjà fait ça il y a 50 ans. Alors on recommence, et ça c'est la grande boucle. Et c'est comme dans ces livres dont vous êtes le héros, ça revient, vous êtes complètement coincé, et de temps en temps, hop, quelque chose qui va être prêt à être publié. Et c'est un processus extrêmement chaotique, celui par lequel les nouvelles idées vont naître. Non seulement elles seront conçues dans votre cerveau, dans le cerveau de vos collaborateurs, mais en plus elles atteindront une maturité telle que vous pourrez les publier. Il se passe tout un travail entre le moment où l'idée commence à être là et le moment où elle est transmissible. Tout un travail. Même quand vous avez eu la bonne idée et que vous l'avez mise en forme et qu'elle est prête à envahir le monde, ça ne se passe pas toujours comme vous le croyez. Et j'ai mis ici quelqu'un qui n'est pas un mathématicien, mais qui est un personnage un peu emblématique dans l'histoire des sciences, Ignaz Semmelweis, pas si connu que ça, mais c'était ce docteur hongrois qui, le premier, a compris l'importance de l'hygiène quand vous êtes docteur.
et que si par exemple vous avez une dissection à faire dans un hôpital pour montrer à vos élèves comment c'est fait à l'intérieur du corps humain, et qu'ensuite vous avez un accouchement à réaliser, entre les deux, il vaut mieux se laver les mains. Il vaut mieux. À l'époque, ils avaient des taux de mortalité phénoménaux dans les maternités. Et donc, il avait compris ça, il expliquait, on le prenait pour un fou, mais pourquoi se laver les mains? Ben, regarde, elles sont propres. Mais enfin, Semmelweis n'a pas réussi à faire accepter ses idées, il a fallu bien du temps. Il a fini dans un asile, littéralement, Ignaz Semmelweis. Symbole tragique, on dirait, de la difficulté à faire accepter ses idées, même quand elles sont bonnes. On connaît des tas d'exemples des bonnes idées qui périclitent et des mauvaises idées qui, pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, finissent par gagner. Voilà. Alors, avec toutes ces préliminaires, toutes ces précautions en tête, il y a quelque chose d'autre qu'il faut garder bien à l'esprit, c'est que les idées, les bonnes idées, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'elles viendront et qu'est-ce qu'elles viendront résoudre. C'est un exercice de prospective qu'on vous fait régulièrement faire quand vous êtes scientifique, journaliste, télévision. Professeur Villani, décrivez-nous la science dans 30 ans. Et la bonne réponse, c'est est-ce que j'ai une boule de cristal? Alors, Poincaré, qui était à son époque le plus célèbre, sans doute le plus célèbre mathématicien du monde et à coup sûr le plus célèbre savant français, avait eu à gérer cette question. Il a fait une réponse parfaite. La question, c'était à quoi ressemblera la science du XXe siècle? Et il a répondu, si en 1800 on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au XIXe siècle, que de bêtises il aurait dites, grand Dieu, cette pensée m'empêche de vous répondre. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. C'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire, car si je les prévoyais, que leur resterait-il d'étonnant? Veuillez donc excuser mon silence. Donc ça, c'était la réponse de Poincaré que vous pouvez toujours caser quand on vous pose. Voilà. Alors, cette réponse elle est à plusieurs niveaux aussi. Ça semble une boutade, mais quand vous y réfléchissez, je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants, c'est quelque chose qui relève de la foi, de la croyance et de l'expérience déjà observée que l'humanité a toujours réussi à trouver des idées qui étaient inattendues et sur tous les sujets. Et je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants, c'est aussi affirmer la foi dans le fait que les idées nouvelles, imprédictibles, révolutionnaires viendront sans qu'on sache où, ni pourquoi, ni comment. Et les idées, elles ont ça de remarquable que des fois, une étincelle dans un cerveau, ça peut se propager à l'ensemble de la planète, ça peut changer l'histoire du monde, littéralement. Quelques exemples emblématiques des idées au XXe siècle, dans la sphère mathématique au sens large. Bien sûr, Alan Turing, maintenant, a été rendu très populaire par ce film sur lequel je ne ferai pas de commentaires. Et je vous encourage, plutôt que d'aller voir le film, à lire la magnifique biographie d'Andrew Hodges, Alan Turing, The Enigma, qui vous montre l'histoire compliquée des idées de Turing et qui nous rappelle aussi que parfois, ce que je disais, quelques neurones qui flashent de la bonne façon dans un cerveau, ça peut tout changer. En l'occurrence, si Alan Turing n'avait pas trouvé les bonnes solutions pour permettre le décryptage des codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre aurait duré très certainement 2 ans de plus et en tout cas, le débarquement de Normandie était impossible à envisager. Également, on ne le rappelle pas assez, les idées d'Alan Turing, elles n'auraient pas été rendues possibles en la matière s'il n'y avait pas eu d'abord un groupe de 3 mathématiciens polonais qui avaient travaillé pendant des années à comprendre et à explorer le code Enigma. Comme toujours, c'est une entreprise collaborative, la science, et on ne fait jamais des idées à partir de rien. À gauche de Turing, Paul Erdős, le mathématicien le plus prolifique du XXe siècle. L'un de ces juifs hongrois déracinés par la Seconde Guerre mondiale qui, lui, ne vivait que pour les idées. Pas de famille, pas de maison, pas de voiture, pas de job, pas de compte en banque, rien. Juste une valise avec quelques affaires à lui. Et puis ses idées, il squattait de collègue en collègue. Me voici, another roof, another proof, c'était sa devise.
Et puis voilà, ça lui suffisait dans la vie. De temps en temps, il gagnait un peu d'argent pour un prix scientifique, il en gardait un peu pour lui, il distribue le reste à d'autres dont il estimait qu'ils en avaient plus besoin. À gauche de Paul Erdős, un autre de ces juifs hongrois déracinés par la guerre, témoin d'une époque où on peut argumenter Budapest était l'écosystème le plus innovant du monde. Léo Szilard. Léo Szilard, connu des initiés, très peu connu du grand public, le premier humain à avoir compris ce que serait une réaction en chaîne, et donc une bombe atomique. 1933. Un personnage avec un parcours de roman qui a fui l'Allemagne nazie 24 heures avant que les frontières en soient fermées aux Juifs, qui a écrit la lettre qu'Einstein a envoyée au président Roosevelt pour lancer le programme Manhattan, qui reste à ce jour le programme le plus ambitieux technologique jamais lancé par un gouvernement quand on regarde en proportion, et donc 100 000 personnes travaillant sur la réalisation d'une bombe atomique. Plus tard, Szilard est devenu un fervent pacifiste et a passé toutes les dernières années de sa vie à lutter pour que jamais son invention, jamais l'invention qu'il avait contribué à déclencher ne soit appliquée. Et là encore, un flash, une idée. Alors Szilard nous raconte qu'il était à Londres quand il avait lu la transcription d'une conférence de Rutherford, le père de la physique nucléaire, expliquant qu'on ne pourrait jamais extraire de l'énergie de l'atome de manière significative. Et ça l'a énervé, ça, Szilard. Il s'est dit, mais de quel droit il dit ça? Ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence du défi et l'influence que peut avoir l'amour-propre dans la naissance des idées. Et il réfléchit, Szilard, il a réfléchi pendant des jours et des jours, des heures et des heures dans son bain, comme il aimait bien le faire. Mais c'est un jour, en traversant une rue à Londres, en face d'un feu rouge, qu'il a eu l'idée. Ça y est, il a vu la réaction en chaîne, il a compris que la bombe atomique était possible. Il a aussi compris dans le même temps que c'était l'Allemagne la mieux placée pour mettre au point cette arme, et ça a déterminé toute la suite de sa vie. Juste un éclair. À gauche de Szilard, vous avez le réacteur nucléaire, Fermi-Szilard. Et voilà, alors encore à gauche, j'ai mis une célèbre université pour rappeler que qu'est-ce qui fait la force d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur? Ce n'est pas le fait que vous ayez les cours des meilleurs enseignants ou le fait que vous ayez accès à la meilleure science du monde, c'est le fait que les étudiants qui sont passés par cette université, ici ou là, seront armés pour avoir des idées qui seront encore meilleures que celles de leurs maîtres. Personne ne sait vraiment comment ça se fait, mais c'est le problème majeur. Le problème majeur dans l'enseignement supérieur, c'est faire en sorte que l'élève dépasse le maître et que le maître agisse en sorte. Alors, comment elles viennent ces idées? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Henri Poincaré nous a laissé des textes remarquables sur la question. Le plus célèbre, peut-être, parle du fameux marchepied. Ben oui, Poincaré, il était occupé à trimer sur un problème rebelle. Jour après jour, il essaye, il n'y arrive pas, et puis il se change les idées. Il part en randonnée avec certains de ses collègues, et puis une excursion géologique, ils reviennent, et au moment où Poincaré pose le pied sur les quelques marches qui lui permettent de remonter dans l'autobus, et alors qu'il était en train de discuter avec son collègue, au moment où il pose le pied sur le marchepied, l'idée lui vient. Et c'était la solution de son problème. Voici un autre passage du même texte, plus loin dans la réflexion sur un prolongement du même problème. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Alors, il y a quelques mots qui réclament explication. Pas les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies, ça je vous fais confiance, vous connaissez. Non, ce qui est important là, évidemment, c'est la falaise. Évidemment, aucun rapport avec les transformations arithmétiques et ainsi de suite. Et c'est un peu toujours comme ça. Il y a un mythe qu'on voit ici et là de Newton avec l'idée de la gravitation universelle quand il voit tomber la pomme,
ou de Nash qui aurait l'idée des équilibres de Nash en voyant une scène de flirt, ou de Archimède qui aurait l'idée de la poussée d'Archimède dans son bain. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Quand vous avez la bonne idée, c'est pas parce que vous êtes face à quelque chose qui vous rappelle le problème sur lequel vous travaillez, c'est simplement aucun rapport. Et ça dépend beaucoup plus de l'ambiance, de phénomènes qui se passent dans votre subconscient sans que vous le sachiez, sans que vous en ayez conscience, et ça peut être extrêmement puissant. Alors, la deuxième remarque, c'est que ça aussi, c'est un truc à garder en tête. S'il y en a des très jeunes parmi vous, je ne sais pas comment l'audience est faite, mais ouais, si vous voulez un jour, si vous avez un jour un contrôle de mathématiques à préparer pour le lendemain, et en même temps quelques amis que vous devez retrouver dans un bar absolument, vous pouvez dire à vos parents, pour négocier la sortie, que vous allez appliquer la méthode Poincaré, et qu'il y a plein d'exemples qui montrent que ça marche. Voilà. Alors, dernière remarque. L'une des raisons du succès du texte de Poincaré, c'est qu'il a utilisé les gros mots, forme quadratique et tout ça, sans essayer de les expliquer le moins du monde. Quand on voit ça, on se dit, bon, il n'attend pas de moi que je sache ce que c'est les transformations arithmétiques. Alors que s'il s'était mis à expliquer en disant « je vais vous expliquer pas à pas, vous allez voir, c'est facile, transformation arithmétique, forme quadratique, etc. » Même s'il avait été le meilleur pédagogue du monde, il aurait perdu au moins 90% du lectorat. Tandis que là, les gens voient, ils se disent « bon, c'est comme quand on lit des runes dans Bilbo le Hobbit ou qui sait quoi, on n'est pas censé les comprendre. » Et donc, en avant, concentrons-nous sur les faits. Et alors, un siècle après Poincaré, j'ai utilisé le même procédé sans m'en rendre compte. Enfin, subconscient peut-être s'en rendait compte parce que je connaissais le texte de Poincaré, mais c'est seulement après coup que je me suis rendu compte qu'il y avait le même procédé. Dans Théorème vivant, j'ai raconté la genèse d'un théorème et j'ai raconté ce que c'est la vie d'un mathématicien en utilisant aussi les gros mots et sans explication, en se concentrant sur les faits. Et puis en montrant aussi qu'est-ce qu'on écrit, les vraies formules, pour le coup, vraiment comme les runes, là. Et puis, de quoi est fait le processus très chaotique qui était rappelé tout à l'heure dans le petit dessin sur le blog. Des hauts et des bas, des discussions, des rencontres, des erreurs, des contradictions, des coups de théâtre. Pour un théorème, tout ça s'étalant sur 2 ans et demi, sur plusieurs continents, avec un coup une certaine ambiance, un autre coup une autre ambiance, et ainsi de suite. De quoi il était question, ce théorème? Bon, je vais juste vous dire en 1 minute qu'il s'agissait de résoudre un certain problème concernant les plasmas. Les plasmas, c'est un état de la matière dans lequel les électrons sont séparés des noyaux. Les plasmas sont toutes ces situations qui sont rappelées sur la page Wikipédia, et c'est également une jolie équation, dite équation de Vlasov, dont la résolution vous permet de prédire le comportement du plasma. Incidemment, les mêmes équations sont utilisées pour la description des galaxies, pour la description de certains fluides aussi. Et Lev Landau, ici représenté à gauche, dans les années 1940, avait compris qu'un plasma, ça ne se comporte pas comme un gaz du tout, parce que le désordre dans un plasma reste constant, l'entropie reste constante, comme on dit, et pourtant, il y a un phénomène de relaxation spontanée dans un plasma qui n'est pas celui dont on a l'habitude dans les gaz. Si on regarde l'air qui est autour de nous, là, il est localement à l'équilibre, ce qui veut dire que le profil des vitesses de molécules d'air autour de nous est gaussien. Même distribution gaussienne qu'on a vue tout à l'heure, la courbe en cloche. Et dans un plasma, il n'y a pas forcément de raison que ça se passe, parce qu'on ne peut pas appliquer des choses comme le théorème central limite. Et pourtant, il y a des phénomènes spontanés, sans aucune friction, de relaxation des petites perturbations. Vous perturbez un petit peu un plasma, et spontanément, il va revenir vers l'équilibre. Et ce n'est pas comme à notre échelle, quand quelque chose revient à l'équilibre spontanément, le plus souvent, c'est une affaire de frottement. Par exemple, si je lance une bille sur le sol, elle va s'arrêter d'elle-même à cause des frottements.
ou si vous prenez un ressort et que vous comprimez le ressort et que vous laissez le ressort augmenter, diminuer de taille, ça va finir par s'arrêter à cause des frottements. Dans un plasma, il n'y a pas de frottement et pourtant ça finit par s'arrêter. Le phénomène est différent et le phénomène s'appelle l'amortissement Landau. Et c'était toute une affaire. Alors avec Clément Mouot, mon ancien élève et partenaire de combat mathématique, on va dire, après 2 ans et demi de travail acharné, on a donné une base mathématique à cet amortissement Landau. On a montré que l'intuition de Landau pouvait se mettre sous forme rigoureuse mathématique, et on a montré aussi comment utiliser la mathématique pour donner une nouvelle interprétation de cet amortissement et montrer comment il était lié dans le monde abstrait des idées à d'autres phénomènes célèbres de physique, en particulier le fameux écoplasma. Bon, je ne vous en dis pas plus sur la mathématique et la physique, mais ça a été un événement qui a changé ma vie. C'est à la suite de ce résultat considéré comme particulièrement marquant que j'ai obtenu la médaille Fields. C'était en 2010 à Hyderabad, remis par la présidente de l'Inde. Médaille Fields, c'est comme le prix Nobel, mais en mieux. En mieux, parce que ça vous tombe dessus forcément avant 40 ans, par définition. On interdit aux plus de 40 ans de l'avoir. Ensuite, parce que ce n'est pas remis par une académie, c'est remis par toute la communauté. C'est remis par un jury qui est désigné par l'Union mathématique internationale qui, elle, représente l'ensemble de la communauté mathématique mondiale. Et donc, c'est une émanation du peuple, si on veut. Et puis, également, c'est mieux parce que les Français sont extrêmement forts pour les médailles Fields, avec la plus forte, le record du monde de nombre de médailles Fields par habitant. Voilà. Et si on regarde en valeur absolue, juste 2e position mondiale après les États-Unis, juste une médaille de différence. Bon, on verra si on arrive à rattraper ça. Alors, ça a eu d'autres conséquences. Par exemple, cet article de Télérama où le journaliste a indiqué comme titre « Je suis la Lady Gaga des mathématiques ». Ça a eu comme conséquence que je me suis retrouvé à accompagner tout plein de projets qui m'est particulièrement cher. Celui de mon ami Patrice Moulet, artiste, ingénieur, ancien compagnon de chansons de Catherine Ribeiro, pour ceux qui connaissent, et qui développe depuis des décennies des instruments de musique extrêmement innovants, très faciles d'accès, très modulables et particulièrement intéressants pour l'usage par de jeunes handicapés. On organise des concerts avec des artistes professionnels côte à côte avec des handicapés. Je me suis retrouvé président de son association. C'est l'un des multiples rôles que la reconnaissance de la médaille Fields m'a amené à jouer, toujours extrêmement riche d'enseignements. Tout ça pour avoir pu mener quelques idées à bien. Vous allez dire que c'est beaucoup de récompenses, certes, je ne nie pas, mais il faut rappeler combien c'est dur d'avoir les idées, et tous ceux dans la salle qui sont occupés à un job créatif le savent bien. Alors, les ingrédients qu'on a aperçus avec Poincaré, on les retrouve aussi dans mon ouvrage, et je vais distinguer 7 ingrédients indispensables à la recherche mathématique, mais plus généralement à tous ou presque tous les processus créatifs, je crois. On m'a fait remarquer que c'était aussi des ingrédients indispensables à l'éducation. Et je crois que c'est vrai parce que la bonne façon d'apprendre, c'est quand le cerveau fait comme s'il découvrait soi-même. C'est toute une affaire. Alors, les 7 ingrédients, on les retrouve jouant un rôle majeur. Le premier, c'est la documentation. On ne fait jamais rien à partir de rien en science, et votre belle idée, elle s'appuiera toujours sur les contributions des précédents, et ça se retrouve sous forme de toutes sortes de documentation. À une époque, c'était les bibliothèques, c'est pour ça que les bibliothèques jouent un rôle si important en sciences. Maintenant, les bases de données, les bases encyclopédiques électroniques ont changé la donne. Un exemple de la différence que ça peut engendrer, à un moment, dans ce théorème, on avait besoin d'une certaine formule, les dérivés itérés des fonctions composées, peu importe. Ça s'appelle la formule Fadl-Uno, mais ça, je ne m'en souvenais pas.
Je me souvenais vaguement qu'il y avait peut-être une formule qui parlait de ça et qui me semblait qu'on en avait parlé dans un cours 15 ans auparavant ou 20 ans auparavant. 15 ans auparavant, ouais, on va dire ça. Et même si je ne me souvenais plus de rien, quelques mots-clés tapés dans un moteur de recherche, ça a donné la solution. Avec le nom de la formule, la date de la formule, les conditions d'application, tout ce que vous voulez. On voit bien sur ce genre d'exemple que toutes ces données, cette encyclopédie digitale autour de nous, c'est comme une augmentation de notre mémoire. Deuxième ingrédient, c'est le plus important peut-être, mais c'est le plus insaisissable, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens? On ne sait pas. Et c'est plus important que énormément de choses. C'est considéré dans la plupart des pays développés comme la menace numéro 1 sur la science dans ces pays, le manque de motivation des jeunes pour faire de la science, malgré une époque où scientifique, c'est un meilleur job que ça n'a jamais été. On voit que dans les universités, les filières scientifiques, surtout sciences les plus fondamentales, voient leurs effectifs décroître. Alors, dans certains pays, comme les États-Unis, on compense cette décroissance inéluctable par une importation massive de scientifiques, mais quand même, on a en tête que ce n'est pas une situation qui peut être soutenable sur le long terme, même si l'immigration continuera à jouer un rôle fondamental. C'est aussi important d'éduquer et de motiver nos jeunes à faire des sciences. Alors on ne sait pas, on sait que Alan Turing a été motivé toute sa vie par un ouvrage qu'il a lu quand il avait 10 ans, ça s'appelait « Les merveilles naturelles que tout enfant devrait savoir », et que ça a marqué tous ses choix scientifiques. Moi, je ne sais pas ce que je faisais quand j'avais 10 ans, ce que je lisais, mais je me souviens que je regardais ce dessin animé avec délectation, ça s'appelait « Donald au pays mathémagique ». Ce n'est pas de la grande mathématique, mais pour le petit enfant que j'étais, c'était passionnant. Peut-être que ça a joué un rôle, qui sait. Et à gauche, j'ai mis une expérience extraordinaire de motivation faite dans un contexte scolaire où on a fait faire à des jeunes enfants d'une école primaire une expérience scientifique qui a été publiée dans une revue scientifique. Principale découverte, donc tous les auteurs ici sont des enfants, une dizaine d'années, avec un chercheur, nous avons découvert que les abeilles peuvent utiliser une combinaison de couleurs et de patterns et de relations spatiales pour décider quelle couleur de fleurs aller butiner. Nous avons aussi découvert que la science, c'est cool et fun parce qu'on se met à faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant. Et cette dernière phrase, c'est important que les gens la redécouvrent et redécouvrent encore par eux-mêmes, et pas seulement qu'on leur dise, mais qu'ils le sachent par eux-mêmes, par leur expérience. Troisième ingrédient indispensable, c'est l'environnement. Chercheurs isolés, ça n'existe pas, et vos idées, elles sont toujours aussi le résultat des signaux qui vous sont envoyés par votre laboratoire. Et pour moi, par exemple, ça a été un changement dans ma vie quand j'ai intégré un laboratoire à l'École normale supérieure de Lyon, dans lequel la façon de voir l'ensemble des disciplines mathématiques était subtilement différente de ce que j'avais connu à Paris. Et ça a changé les idées que j'ai pu avoir par la suite, même si je n'ai pas collaboré directement avec mes collègues sur des projets de recherche. Et donc ça renvoie à l'environnement, ça peut être la ville, ça peut être l'institut. Pour ce qui est de l'innovation, très souvent la vie est une unité très pertinente. Marc Gigé a fait des études sur les villes innovantes pour les millénaires précédents, pour trouver des caractéristiques communes à ces différents environnements. Il y a eu une époque où Persépolis était la ville la plus innovante du monde, il y a eu une époque où c'était Paris, une époque où c'était Budapest, et ainsi de suite. Donc l'environnement, ça joue un rôle fondamental. Et dans mon ouvrage, il y a une transition importante entre le moment où je suis à Lyon, le moment où je suis à Princeton. Le simple fait d'un environnement différent me mène à penser différemment. Et c'est important de connaître beaucoup d'environnements différents. Quatrième ingrédient, les échanges. Là, c'est une relation plus intime que juste l'environnement qui envoie des signaux flous, mais importants. Dans la collaboration, vous transmettez des messages. Dans le temps, c'était des lettres entre scientifiques, maintenant ce sont des courriers électroniques. Le gros du travail entre Clément Mouhot et moi pour le théorème qu'on a démontré, il s'est fait pendant que j'étais moi à Princeton et lui à Paris, et on échangeait par email sans arrêt des centaines d'emails, et c'était un peu comme si on formait un cerveau délocalisé. Beaucoup plus efficace que si ça avait été du travail séparé. Plus efficace aussi que si on avait été ensemble à phosphorer dans la même pièce. Le fait d'être chacun de son côté et de communiquer est plus efficace. Tim Gowers,
un grand mathématicien anglais, Médaille Fields 1998, a fait des expériences incroyables avec son projet Polymath, où jusqu'à des centaines de mathématiciens se retrouvaient à collaborer ensemble sur un même projet de démonstration. Cinquième ingrédient fondamental, les contraintes. Pas de créativité sans contraintes. Et il y a des raisons simples à ça, c'est en cherchant à passer les barrières et les contraintes que vous donnez le meilleur de vous-même. Ce n'est pas juste en sciences, c'est partout. Les artistes le disent de temps en temps. J'aime bien ces deux exemples de créativité extrême causée par des contraintes extrêmes. La première, Musica Ricercata de György Ligeti, dans laquelle toutes les notes que vous voyez ici sont des La, et ça continue comme ça pendant un certain temps, et pourtant on ne s'ennuie pas une seconde. Et là, ici, un extrait bien sûr de La disparition, un épais roman écrit sans la lettre E. En mathématiques, les contraintes, on ne connaît que ça. On a des contraintes énormes, monstrueuses, et c'est bien pour ça aussi que la créativité est valorisée en mathématiques plus que dans n'importe quelle autre science. Pensez d'ailleurs que dans le domaine littéraire, le genre qui historiquement est le plus contraint en termes de règles d'écriture, la poésie, est aussi celui dans lequel la créativité est la plus valorisée. Sixième ingrédient, le dosage entre les moments de travail acharné et les illuminations, telles que nous le rappelle Poincaré. Je vais partager avec vous peut-être la plus extrême de ces illuminations telles qu'elles me sont arrivées. À un moment dans ce processus, la preuve du théorème, j'étais occupé à essayer de réparer un certain trou dans une preuve énorme de 150 pages. J'étais très motivé pour la réparer parce que j'avais déjà annoncé, malheureusement, quelques semaines auparavant, que je savais démontrer le résultat. Et la vérité, c'est qu'il restait un trou béant dans la preuve. Et puis, je suis là, donc me voici chez moi, occupé à travailler, tout essayer. Minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, rien ne marche. Et je vais me coucher 3h30 du matin, peut-être désespéré. Et puis, quelques heures plus tard, on se réveille, c'est ce que c'est. Il faut amener les enfants à l'école, mais quelle heure il est, qu'est-ce que c'est? Et là, il y a une voix dans ma tête qui me dit « Prends la transformée de Fourier et fais passer le second terme de l'autre côté. » Et je vous jure, c'était ça, le début de la solution. Toute la nuit où j'essayais de prendre en apparence un peu de repos, mon cerveau avait continué à travailler. Et il y avait une communication entre la partie subconsciente et la partie consciente. Alors, dernier ingrédient, persévérance, et la persévérance, ça va avec la chance. Il faut de la chance pour faire quelque chose de bien. Et souvent, dans un projet, si vous voyez plein de monde, vous aurez beaucoup d'opportunités de chance. L'important, c'est de les saisir. Dans ma carrière, presque toujours, les moments clés, ça a été quand la chance s'est présentée et que j'ai reconnu qu'il y avait un coup de chance. Et ça va aussi avec le fait d'essayer. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients, c'est un écosystème difficile à mettre en place, et c'est bien pour ça qu'on est très joyeux, très heureux quand on a une idée qui marche pour de vrai. Alors, on va terminer, là j'ai déjà dépassé mon temps, je suis désolé, mais juste deux citations qui nous rappellent d'abord qu'est-ce qu'on fait des idées une fois qu'on les a obtenues, une fois qu'on les a démontrées. La réponse, c'est on les publie, on les partage. Et on doit penser au bien de l'humanité. C'est des grands mots, mais c'est vrai. Alors, on va ici citer Jefferson. C'est très pratique une citation de Jefferson parce que c'est un des pères fondateurs. Si vous avez un débat avec un Américain, vous avancez de Jefferson, il ne peut rien dire. Sur la propriété intellectuelle ou des choses comme ça. Alors, voici ce que dit Jefferson. Si la nature a rendu quelque chose moins susceptible que toutes les autres de propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante qu'on appelle une idée. Un individu peut la posséder seulement pendant qu'il la garde pour lui-même, mais à partir du moment où elle est divulguée, cette idée s'impose à tout le monde, et on ne peut pas s'en déposséder quand on la reçoit. Sa nature particulière aussi, c'est que personne ne la possède moins que les autres, parce que chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi reçoit de l'instruction lui-même sans diminuer mon instruction, comme celui qui allume sa torche à la mienne reçoit de la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Alors, notez d'ailleurs qu'à cette époque-là, les hommes politiques parlaient drôlement bien.
On termine avec Henri Poincaré, encore, comme on a commencé, la pensée comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Ouais. Même notre brillante idée dont on est si fier, c'est jamais qu'une toute petite goutte dans l'océan. Un petit îlot, en mathématiques, on a l'habitude de voir ça, des petits îlots de connaissances parmi un océan d'inconnus. Mais cela ne rend les idées que plus précieuses. Je vous remercie. Merci. Voilà. Voilà. Je prends dans l'ordre. Allez. Je vais commencer par ici. Vos idées naîtraient-elles aussi facilement hors de la liberté du monde académique et pour répondre à des exigences de performance-profit? Dans l'ensemble, non, mais il faut nuancer ça. Alors d'abord, c'est vrai que très important dans le monde académique, c'est la liberté de pouvoir choisir ce sur quoi on va travailler. Il ne faut pas en déduire que le mathématicien va vaillamment se lancer sur n'importe quel problème et que tous les problèmes se valent. Il y a une question de progression de carrière par la suite, il sera évalué par ses pairs, et si les pairs jugent qu'il est en train de travailler sur quelque chose qui n'a pas de sens, pas d'intérêt, pas de répercussion, sa carrière n'avancera pas. Les idées, on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est la reconnaissance par les pairs qui donnera votre reconnaissance. Et le monde académique, c'est un monde très très dur, hein. En termes de jugement, en termes de progression, c'est un monde très très dur. Beaucoup plus dur, la recherche académique, que le monde de la recherche industrielle, de ce fait. La sévérité des jugements portés par les pairs est insondable. Cependant, on a tout son temps quand on est en recherche académique, en théorie, c'est-à-dire si on oublie le fait que les agences de financement gouvernementales dans tous les pays demandent de plus en plus des projets où vous devez dire à l'avance ce que vous allez réaliser, quel est le retour sur investissement, et plein de choses qui nuisent à l'avancement de la recherche en général. Mais le fait d'avoir plus de temps, plus de liberté, c'est important. Cependant, dans certains contextes, la pression peut aussi donner certaines idées. C'est ce que je disais sur le rôle des contraintes. Prenons l'exemple de Turing, exemple parfait à cet égard. Il commence dans le monde académique, universitaire, il fait des théorèmes importants sur la théorie des preuves, la théorie de Gödel. Il va bien au-delà de Gödel sur le fait qu'on ne peut pas démontrer certains énoncés. Et puis après, il part dans un projet lié à la guerre. Il est recruté dans le Bletchley Park et il y a une mission qui est une mission extrêmement pressurisante. Il faut décrypter en peu de temps les codes secrets utilisés par les Allemands. Et donc là, il y avait une pression monstrueuse, hein. Mais ça a été un enrichissement considérable pour lui. Le fait qu'après, il était la personne la mieux placée pour mettre au point le concept d'ordinateur, c'était une combinaison du fait qu'il avait mis au point le concept de machine de Turing pendant ses années universitaires et du fait qu'il avait travaillé sur des problèmes de mécanisation et de performance extrêmement rapides pendant la guerre. Il ne fait aucun doute que s'il n'avait pas été aussi confronté à ces exigences d'un caractère encore plus pressurisant que le monde industriel, il n'aurait pas fait cette grande carrière. Alors, il y a une question importante au niveau de la formation. Ouais, bon, mais c'est bon, juste dire un mot. Il y a un débat sur comment avoir de la bonne recherche industrielle. Est-ce qu'il faut faire des thèses directement en collaboration avec l'industrie ou est-ce qu'il faut commencer par une thèse universitaire et ensuite passer à l'industrie? Et il y a des arguments assez forts pour la deuxième formule. Cela doit être nuancé, mais quand même. Pensez-vous que la machine puisse un jour devenir mathématicien? Vous savez, sur ce genre de questions, il vaut mieux être agnostique. Parce que si vous dites non, peut-être qu'un jour quelqu'un vous montrera que finalement vous avez eu tort et tout. On ne sait jamais, on va prendre le truc avec prudence. Pour l'instant, ça arrivera à brève échéance qu'une machine soit capable de vérifier un théorème.
toute la machinerie est en place, c'est déjà fait, on vérifie des logiciels, on vérifie des systèmes embarqués, un théorème, ce n'est pas différent au plan conceptuel. Alors il y a un monde entre vérifier que quelque chose est juste et inventer la chose, encore plus que dans le problème d'algorithmique célèbre. Est-ce qu'on peut faire un algorithme en temps polynomial si on sait vérifier la solution en temps polynomial? Là, encore plus, il y a un monde entre créer un théorème et vérifier un théorème. Pour l'instant, la machine, disons, est à peu près au niveau de vérifier un théorème, à condition qu'il soit écrit dans un langage accessible à la machine, beaucoup plus bas niveau que ce que font les mathématiciens. Question suivante. Est-ce que vous diriez que la culture, la littérature, les arts jouent une place prépondérante dans la genèse des idées scientifiques? À des degrés divers, oui, prépondérante est exagérée, mais importante, oui. La culture en particulier. Et on sait bien d'ailleurs que les idées scientifiques ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. J'étais la semaine dernière au Japon. En termes culturels, en termes artistiques, il y a une tradition extrême d'abstraction, de minimalisme, l'art zen et tout ce que vous voulez, mais aussi, et c'est lié, en mathématiques, c'est l'école la plus abstraite du monde. Peut-être les seuls qui soient plus abstraits que les Français, spontanément. Et oui, ça joue une place. Il y a un texte d'Henri Poincaré, d'ailleurs, qui dit que c'est important aussi, rien que dans les questions de élever l'âme, donner de la motivation et tout cela, de l'exaltation. Question suivante, c'est où avez-vous eu votre meilleure idée? Quelle est la meilleure idée? Bon, je vais en donner trois exemples. Donc, il y en a une que je viens de citer là, mais c'était dans mon lit, puisque ça s'est fait pendant que je dormais. Il y en a une dont je me souviens très bien, qui a eu un rôle décisif sur une partie de ma carrière. J'étais chez moi, juste sur une table, occupé à lire un cours de mathématiques. Et puis voilà, c'était chez moi. Et puis un troisième, on va dire que une meilleure idée, c'était un travail collectif. Dans la première discussion avec Clément Mouot, dans laquelle on s'est dit qu'on allait travailler sur l'amortissement Landau. On s'était donné une séance de travail un dimanche, et puis on avait en tête de travailler sur un certain problème, on discute. Lui dit « Ah, moi ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a 6 mois avec quelqu'un, et c'est comme ça. » Et moi je dis « Ouais, et puis moi ça me fait penser à quelque chose qu'on m'a dit il y a 2 ans à Princeton. » Et puis là « Ah oui, mais alors, ça doit avoir un rapport avec l'amortissement Landau. » Donc c'était vraiment un travail collectif. Ah, c'est fini, mince. Merci. Un sincère merci de la part de tout le monde. Merci François.